L'objet aussi de cette journée, comme on l'a évoqué, c'est donc de faire aussi réseau, de travailler en lien avec des fédérations et des partenaires pour accompagner notre stratégie qui est donc liée au logement santé et à la question du lien social. Et comme ça avait été évoqué, tout ça c'est une affaire aussi de partenaires, d'actions qu'on peut être amené à porter sur les territoires et sur la question liée à la santé, ce qui est une action, ce qui est un élément qui est évoqué d'ailleurs sur l'OMS et notamment sur les déterminants de santé. La question de la culture est bien sûr un élément essentiel et important sur le sujet du lien social que nous pouvons et que nous devons mettre en place dans nos groupes d'immeubles et dans nos résidences. Donc ça nous a semblé naturel et je remercie d'ailleurs Mélanie Gervais, donc directrice du pôle Grand Ouest en Normandie, d'avoir commencé et initié cette démarche. Donc c'est pour ça qu'il y a des acteurs locaux, normands et nationaux. Et donc ici, vous êtes avec l'ensemble des acteurs du logement santé, du réseau d'utilité sociale, l'ensemble des dirigeants et de nos sociétés et de notre groupe qui sont présents et qui, sur ce rendez-vous annuel, nous amènent effectivement à travailler des liens. Il y avait écouté et voir tout à l'heure sur la question des soins que nous pouvons apporter dans nos groupes d'immeubles. Il y avait l'an dernier, on était avec l'association Cravate Solidaire. La question de la santé mentale également est un sujet qui nous intéresse énormément. La question avec le réseau de l'association de la Fédération française du réseau pour les liens sociaux et également avec l'association API sont des partenaires avec lesquels nous travaillons sur des projets d'habitat inclusif. Et donc voilà, ça nous semblait naturel de vous associer, si vous le souhaitez, dans cette démarche. Mais alors, du coup, je vais vous laisser vous présenter. Avec plaisir. Bon, bah, j'y vais. Donc merci beaucoup pour l'invitation. On est honorés d'avoir pu être présente aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Ça me demandait des boutons de dextérité, mais bon, je vais y arriver. Donc on va se présenter, donc je commence. Donc Alice Poli, moi je suis chargée de mission pour la structure nationale, donc Culture du Cœur, sur le volet animation de réseau et formation. Donc je vais commencer par vous reparler un petit peu de ce que fait notre réseau, où est-ce qu'il est, et voilà, quelles sont nos valeurs très rapidement. Et puis ma collègue Malia vous parlera un petit peu du partenariat qui vient de démarrer là sur la Normandie. Un exemple très, très concret. Alors, peut-être revenir un petit peu sur notre raison d'être. Je ne sais pas si vous connaissez Culture du Cœur, peut-être déjà, certains d'entre vous, c'est le cas. Donc, juste, je vais aller très rapidement. Donc, notre raison d'être, c'est effectivement une fracture sociale qui perdure sur l'accès aux pratiques culturelles, qui est liée effectivement pour des différences, dirons, socio-culturelles, mais pas seulement. Donc là, effectivement, on est toujours sur 3 fois moins de personnes modestes qui vont au spectacle que de personnes, disons, aisées. Malia. Mais on a une autre une tendance qui se renforce ces derniers temps. Les chiffres de 2023, c'est effectivement une privation culturelle qu'on observe de plus en plus forte après le post-Covid et en lien aussi avec la crise de l'inflation. Donc aujourd'hui, on a 7 Français sur 10 quand même qui réduisent leur sortie de loisirs et 5 Français qui limitent leur sociabilité. Donc il y a vraiment aussi un lien, un lien très fort entre pratique culturelle, bien sûr, et sociabilité. Et 8 Français sur 10 qui vivent donc une sociabilité très réduite. Donc là, on peut faire aussi tout à fait l'injonction avec la santé mentale, la longévité. On sait qu'il y a un lien vraiment entre longévité et le fait d'avoir vraiment des cercles sociaux très denses. Alors notre raison d'être, c'est déjà l'inégalité d'accès qui perdure et qui se même renforce concernant les plus précaires.
C'est aussi faire vivre un droit, parce qu'on l'oublie souvent, mais la culture, l'accès à la culture, aux pratiques culturelles. Donc nous, derrière culture, on met sport, loisirs également, hein, pas seulement art, c'est important de le dire. Ce sont aussi des pratiques culturelles. Donc c'est inscrit déjà dans l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc c'est un droit fondamental, comme au même titre que l'accès au logement, à la santé, bien sûr, à l'emploi, etc. Et puis, au-delà de ça, donc ça c'est une finalité, hein, de faire accéder le plus grand nombre aux pratiques culturelles, mais c'est aussi un levier très intéressant pour tout ce qui... voilà, les acteurs sociaux, je ne sais pas comment vous nommez, que vous êtes, et du logement. C'est un vrai levier donc d'émancipation, de socialisation, comme on disait, de bien-être. C'est parfois aussi permettre de la gestion de l'attente, parce qu'il y a des situations qui sont bloquées, et ça permet vraiment que le temps reste un temps où on socialise, on s'enrichit. C'est aussi un moyen de redynamiser socialement, mais aussi physiquement, mentalement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de raisons aujourd'hui de travailler sur un aspect transverse de la culture. C'est aussi un moyen, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup à Culture du Cœur maintenant aujourd'hui, c'est la participation citoyenne aussi par la culture. C'est un moyen de redonner un peu droit de cité aux habitants dans le cadre de leur quartier, de leur territoire. Donc on en vient à notre objet, c'est agir pour l'inclusion sociale et professionnelle, donc des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité économique et sociale, en partageant le bien commun que sont la culture, le sport et le loisir. Donc voilà. Donc il n'y a pas seulement cette idée d'accès gratuit, hein, il y a vraiment cette idée aussi d'appropriation. Comment la culture va être un moyen d'émancipation, d'appropriation de son parcours et peut-être aussi de changer le regard qu'on porte sur soi et sur les autres. Donc les valeurs, on passe. Voilà. Donc plus concrètement, donc notre réseau. Il est présent sur 27 départements. Il y a une coordination nationale que je représente, à peu près 80 salariés, et il y a environ une communauté de partenaires de 10 000 contributeurs, ce qui est assez important, donc à peu près 5 000 structures sociales et 5 000 partenaires sportifs et culturels qui œuvrent tous donc pour cette même cause. C'est ce qu'on appelle un peu notre communauté engagée. Alors, une des actions socles sur lesquelles on est assez repéré, c'est l'action de billetterie solidaire. 350 000 invitations émises et à peu près 150 000 distribuées par an, qui sont distribuées donc via nos relais sociaux. C'est pas directement aux personnes, c'est via nos relais. Et c'est aussi un outil pour les référents sociaux, pour, autour de ce dispositif, mettre en place éventuellement des animations collectives. Donc ce qu'on nous on appelle les permanences, mais c'est aussi des points culture, voilà, des termes évoluent un peu ces derniers temps, où on va créer une animation collective autour de la billetterie, créer un espace de rencontre où les gens viennent, échangent, mettent en partage leurs goûts, réservent des invitations, reviennent faire un petit atelier critique. Voilà, ça crée du lien et encore une fois, ça permet aussi de faire émerger des nouveaux projets. Je peux revenir en arrière, excuse-moi. Voilà, donc ça c'est vraiment l'ADN de Culture du Cœur, ce sont la billetterie et les points culture. Mais il y a aussi un dispositif dont je tenais de vous parler, qui peut vous intéresser, c'est Allô l'artiste. Donc ça c'est un dispositif national qui ne nécessite pas que vous soyez d'ailleurs adhérent pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est assez atypique, c'est né pendant le Covid. Donc l'idée, c'est de proposer par téléphone des interventions artistiques, donc c'est souvent des contes, des lectures de romans, de poésie, des chants, à des personnes qui sont souvent empêchées aussi sur le plan de la mobilité. Donc c'est un dispositif qui prend de plus en plus d'essor. On pensait qu'on allait l'arrêter après le Covid, mais finalement ça correspond vraiment à un besoin et on a énormément de personnes âgées et des personnes handicapées qui se connectent, parfois collectivement avec un référent social. Donc ça, c'est vraiment un dispositif ouvert à tous. Donc vous pouvez nous solliciter pour y avoir accès. C'est les jeudis à 15h. Voilà. Donc voilà, pour résumer, donc on a cette action d'invitation auprès des bénéficiaires.
par l'intermédiaire des relais qui sont adhérents. Donc peut-être Malia, tu pourras préciser comment ça se passe. Après, donc, on a tout un travail d'animation aussi auprès des professionnels du champ social et culturel, c'est-à-dire qu'on met en réseau des temps de partage interprofessionnel, des temps de réflexion sur les questions de participation, les questions de mobilité, les questions des freins, les questions de développement local, comment ça s'articule avec la culture. Voilà, beaucoup de thèmes qu'on essaie de brosser autour de groupes de travail, avec aussi de temps en temps des colloques et des webinaires. Voilà. Et puis auprès du grand public, bien sûr, on a aussi une action autour de l'Observatoire de la médiation culturelle dans le champ social, qui est un espace de ressources que vous pouvez consulter gratuitement sur notre site, de matière à penser et des outils pour mieux insérer la culture dans vos projets d'action culturelle, d'action sociale, pardon. Alors voilà, j'ai à peu près fini sur... juste préciser aussi qu'on est organisme de formation. Donc on propose des formations pour les travailleurs sociaux, donc les acteurs sociaux, c'est toujours au sens large, hein, bien sûr, à la médiation culturelle, une formation qui est certifiante, qui amène un certificat de compétences, intégrer la médiation culturelle à une pratique professionnelle d'accompagnement social, donc qui est accessible via le CPF également. Donc ça, c'est aussi, je pense que la question de l'outillage, elle est vraiment centrale dans la capacité à s'approprier cet outil qui est à la fois simple mais à la fois complexe, parce que ça recoupe les champs de l'animation, les champs du partenariat, comment on co-construit un partenariat avec une structure culturelle, la connaissance aussi des partenaires potentiels. Enfin voilà, ça recoupe beaucoup de champs aussi de réflexion. Voilà, donc maintenant on passe au partenariat. Non, revenir en arrière. Donc là moi, je vais peut-être plutôt laisser Malia parler du partenariat concret qui est en train de se mettre en place là, et on s'en réjouit avec la Normandie. Moi, je pense que ça pourrait être aussi intéressant qu'au plan national, on ébauche aussi peut-être un cadre de collaboration. C'est le cas, on a une coopération là, qui s'est installée depuis 5 ans, par exemple, avec CDC Habitat. À Doma, qui porte vraiment ses fruits avec des belles réalisations. Donc nous, on prêche plutôt pour un conventionnement, parce que ça permet aussi... un conventionnement, c'est vraiment une incitation à faire, à se rencontrer au niveau local, à générer de l'interconnaissance, parce que c'est vrai que c'est de là que ça part, généralement, qu'on arrive à créer une culture commune de travail, de réflexion, et bien c'est plus facile derrière pour vous aussi de vous emparer de nos outils, et puis de nous intégrer effectivement aussi dans les vôtres, dans vos dispositifs. Donc voilà, créer une synergie à travers le conventionnement. Alors, vous proposez aussi de participer à notre communauté engagée au niveau national. Nous, on a un groupe national avec interbailleurs, qui se réunit une fois par trimestre en visio, puisqu'il y a des structures de toute la France. Où on va y avoir Paris Habitat, La Poste Habitat, enfin voilà, j'ai plus tous les bailleurs en tête, mais c'est très intéressant de vous avoir aussi, si vous le souhaitez, parmi nous. Et là, l'idée, c'est vraiment de la coopération. On met en commun ce qu'on sait, nos problématiques, nos objectifs, et on décide de chantiers communs. Et là, le prochain chantier, c'est vraiment l'évaluation, c'est-à-dire l'impact, comment on peut mesurer. Ça a été le sujet qui a fait consensus, comment on mesure l'impact de ces projets culturels sur les territoires. C'est un moyen aussi de concourir au plaidoyer de la culture. On sait aujourd'hui que je le disais en introduction, c'est une urgence sociétale presque, et c'est très peu investi encore par les pouvoirs publics. Donc on a cette responsabilité, nous aussi, de se fédérer, de mutualiser pour faire avancer ce sujet. Voilà, et puis il y a aussi un accès privilégié à nos dispositifs. Je parlais de Allô l'artiste, c'est, je pense, quelque chose qui peut vous intéresser. Nos événements, je pense qu'il y aura un colloque. Chaque année, on a un colloque sur un thème spécifique. Et puis des grands projets aussi qu'on peut faire au niveau national. On en fait moins quand même qu'au niveau local. Mais chaque année, dans le cadre de l'été culturel, et on aimerait le faire financer à
à plus grande échelle et toute l'année des ateliers de pratique. On va dans les structures pour proposer là, cette année des projets d'ateliers de cultures urbaines. Et là, on a mobilisé en priorité nos partenariats nationaux, Coalia, CDC Habitat, et puis Association Aurore, etc. Donc voilà, c'est se mettre vraiment dans une dynamique de collaboration ensemble. Donc j'espère que ça va donner des belles choses. On espère, en tout cas. Merci. Je passe la parole donc à Malia pour la déclinaison locale. Je crois que tout a été dit. Merci. Merci à tous de nous accueillir ici. Merci à Mélanie de nous avoir accueillis au sein de sa structure et de nous avoir fait visiter, nous parler de ses équipes, des structures et du projet. On est ravis en fait de faire partie de cette aventure avec vous. J'espère qu'on va pouvoir décliner plein de projets ensemble, en commençant par la billetterie solidaire, ce qui est l'axe principal de l'association. Et grâce à cette billetterie solidaire, ce qu'on espère et ce qu'on vise, c'est aller au-delà en fait d'une sortie classique, c'est surtout de créer du lien et de permettre à toutes les personnes qui en bénéficient de pouvoir sortir de chez eux, rencontrer du monde. Pourquoi pas trouver un travail aussi, parce que derrière toutes ces structures culturelles, il y a aussi ces offres d'emploi aussi. C'est pour ça qu'on a décliné différents projets au niveau de Normandie. C'est ce qu'on appelle, nous, au cœur d'un lieu, c'est aller dans les structures culturelles, visiter les structures, les coulisses, parler aux médiateurs, voir tous les techniciens. Pourquoi pas trouver, comme c'est arrivé à l'Opéra, un stage pour un jeune homme qui a visité l'Opéra de Rouen et qui s'est retrouvé avec un stage. On a le Zénith de Rouen qui nous propose aussi de pouvoir ouvrir ses portes et pourquoi pas proposer des offres d'emploi, des stages avec les différents partenaires qu'ils ont avec eux. Voilà, il y a différents projets qu'on pourra mettre en place. Je ne pourrais pas tous les citer parce que ça nécessiterait beaucoup de temps. Mais en tout cas, au niveau Normandie, nous, on est très, très fiers. L'équipe aussi qui est au fond là-bas est fière aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est que le premier partenariat puisse se faire, que tous les autres cultures du cœur aux alentours puissent signer un partenariat avec et finir par une grosse convention avec le national et travailler tous ensemble, puisque ensemble, on est plus forts. Donc merci à tous.